Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir et comprendre sur ce chapitre de trigonométrie. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du cours sur la trigonométrie, c'est parti! Alors ce chapitre, c'est un gros chapitre de classe de première, il y a plein de formules, mais je te rassure, pas de panique, je vais te montrer plein de trucs et astuces pour que finalement tu aies très peu de formules à retenir, notamment en te servant à gogo du cercle trigonométrique. Je t'explique tout au fur et à mesure de cette présentation de chapitre. Alors d'abord, définissons la notion de radian. Jusqu'alors, pour désigner la mesure d'un angle, tu utilisais les degrés. Tu disais qu'un angle valait 20 degrés, 60 degrés, 30 degrés, etc. Désormais, on va utiliser le radian pour définir la mesure d'un angle. Voyons comment ça fonctionne. Alors, on nous dit qu'on appelle radian la mesure de l'angle, donc comme je te disais, au centre d'un cercle de rayon 1 qui intercepte un arc de longueur 1. Waouh, il y a plein de mots, on va prendre le temps de bien les comprendre. D'abord, on se place dans un cercle de rayon 1. Donc tu vois que ici, j'ai défini un cercle de rayon 1. Tu es d'accord que ce cercle il a un périmètre qui vaut une certaine longueur. On peut également dessiner dessus un arc en se contentant de faire un arc qui a une longueur de 1. Ok, pas de souci là-dessus. Eh bien, là, tu as défini avec cet arc qui vaut 1 de longueur, tu as défini un certain angle alpha. Eh bien, cet angle alpha, c'est ça qui représente un radian. Donc un radian, ça vaut à peu près 57,30 degrés, mais ça je te rassure, t'as pas besoin de le retenir. Alors certains pourraient me dire, oui mais d'un cercle à l'autre, faire un arc qui vaut 1, ici j'ai fait un cercle beaucoup plus grand, ici on a bien un arc qui vaut 1, et bien ça désigne pas du tout le même angle ici que ce qu'on avait juste en dessous. Oui mais n'oublie pas que nous nous plaçons dans un cercle de rayon 1. Donc cette longueur d'arc qui vaut 1, elle nous désignera toujours la même valeur d'angle qui vaut 1 radian. Alors, ce que je mets ici en remarque, c'est drôle puisque finalement, c'est grâce à une longueur, c'est la longueur de ton arc qui vaut 1, qu'on va définir une mesure d'angle. Donc une longueur nous désigne un angle. Alors c'est super, tu es capable de désigner ce que vaut 1 radian. Mais on n'a pas affaire toujours qu'à des angles qui valent 1 radian. On veut donc être capable de désigner n'importe quel angle en radian. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, tous les autres angles vont être proportionnels entre eux. Reprenons notre cercle ici de rayon 1. Est-ce que tu es d'accord que son périmètre, c'est 2πr? Donc 2π, ça reste 2π, et r, le rayon ici vaut 1, donc le périmètre de ce cercle ici, ça vaut bien 2π. Imagine que ce cercle, tu as mis une ficelle autour, on va couper la ficelle ici, et puis on va la prendre et on va la déplier pour la mettre jusqu'ici. Donc à cet endroit, tu as bien une ficelle qui a pour longueur le périmètre de notre cercle, c'est-à-dire 2π. Et bien voilà, pour représenter 360 degrés en rouge, on va dire que ça correspond à un angle qui vaut 2π radian. Et puis pour savoir combien fait 180 degrés, c'est-à-dire la moitié de ton cercle, eh bien c'est la longueur qui vaut la moitié. Et donc si on la déplie ici, eh bien 180 degrés correspond à pi radian. Et ainsi de suite. 90 degrés va représenter du coup la moitié de ceci, c'est-à-dire pi sur 2. Et 45 degrés, la moitié, ça va être pi sur 4, et ainsi de suite. Et si tu veux n'importe quelle autre mesure d'angle et convertir de degrés en radians et vice versa, tu feras tout simplement un petit produit en croix. C'est ce que je t'explique ici, comment passer de l'un à l'autre avec des simples petits produits en croix. Donc 180 degrés, ça nous fait pi. Donc si toi tu as un angle qui vaut 60 degrés et tu veux le mettre en radian, eh bien tu vas faire un produit en croix comme ceci, multiplier donc ton angle en degrés par pi et le diviser par 180. Réciproquement, si tu veux passer des radians au degré, tu vas utiliser cette connaissance que pi correspond à 180 degrés. Tu vas mettre ici ton angle en radian et tu le cherches en degrés et tu vas faire un petit produit en croix. Donc tu vas multiplier ton angle en radian par 180 et tu n'auras plus qu'à diviser par pi. Et comme ça, on arrive à être capable de former ce tableau où tu as cette correspondance entre des angles notés en degrés sur ta première ligne et
leur équivalent en radians sur la deuxième ligne. Alors évidemment, 0 degré, c'est 0 radian. On l'a vu, un tour complet, c'est 2π. Une moitié de tour, 180 degrés, correspond à pi radian. La moitié sera donc 90 degrés 2π. La moitié 90 degrés sera pi sur 2. Et encore la moitié 45 degrés sera pi sur 4. Ensuite, ce qu'il faut bien retenir, c'est ces deux angles ici. Pi sur 6 qui est un petit angle qui vaut 30 degrés et 60 degrés pi sur 3. Où est-ce qu'on les retrouve dans notre cercle trigonométrique? Eh bien, tu vois que là, on les a rangés par ordre croissant, et donc on va les faire sur le cercle par ordre croissant. Donc, plus tu divises pi, plus tu es petit. Donc, le premier, c'est évidemment pi sur 6, qui vaut donc 30 degrés, mais ça, tu vas finir un petit peu par l'oublier, parce qu'on va travailler tout le temps en radians maintenant. Et donc, 45 degrés, c'est pi sur 4, et puis après, c'est pi sur 3, et à 90 degrés, tu es en pi sur 2. Mais les choses continuent. Lorsque tu es ici, tu es en pi, et puis si tu es ici, tu as fait 3 quarts de tour, donc tu es en 3 fois pi sur 2, puisque pi sur 2, tu retiens que c'est un quart de tour, c'est 90 degrés. Et enfin, lorsque tu as fait un tour complet, eh bien, te voilà arrivé en 2π, puisque tu as fait un tour complet, ou bien en 0, tu es au même endroit sur le cercle. Alors justement, parlons-en de ce fameux cercle trigonométrique. C'est un cercle de centre O et de rayon 1. Ensuite, tu vas voir, on va faire dans ce cercle deux axes. Un axe des abscisses horizontales, où on va dire qu'ici on est en 1 et que ici on est en moins 1. On va également faire un axe vertical, on va dire que ici on est en 1 et que là nous sommes en moins 1. Retiens-le bien, on va en avoir beaucoup besoin par la suite. Alors comment est-ce qu'on place un angle dans le cercle trigonométrique, puisque ça va être ta nouvelle vie de mettre des angles dans un cercle trigo. Et c'est toujours la même chose. Pour placer, tu vois, l'angle alpha dans ce cercle, on part toujours de cette position ici et on ouvre nos angles comme cela. Donc là, j'ai ouvert un angle qui vaut alpha et qui s'ouvre comme cela, en partant de l'axe des abscisses, et on va ouvrir nos angles selon nos besoins jusqu'à, par exemple, pi sur 2 ou aller beaucoup plus loin par la suite. Me demande pas trop pourquoi, retiens-le, c'est une convention, on positionne nos angles comme cela. Ensuite, dans un cercle, on dit qu'il y a un sens trigonométrique. Qu'est-ce qu'on appelle le sens trigonométrique? Alors on dit qu'il est positif lorsque tu tournes dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire lorsque tu vas pas dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire ici, tu vois bien, on va pas dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est le sens trigonométrique, on dit qu'il est positif comme cela. Et donc là, j'ai représenté un angle qui vaut plus pi sur 2. Et si tu vas vers le bas, donc dans le sens horaire, tu vas être négatif pour le sens trigonométrique. Là, j'ai représenté un angle qui vaut moins pi sur 2. Alors, pour découvrir cette notion d'angle orienté et de mesure principale, je vais te positionner ici un point M sur le cercle. Quel angle te permet de rejoindre ce point M? Tu as plusieurs manières de rejoindre ce point M. Déjà, tu as une manière en y allant dans le sens trigonométrique, en faisant donc cet angle-là, qui vaut ce qui vaut. Ou bien, tu peux aller rejoindre le point M avec cet angle ici qui sera lui négatif. Donc tu vois qu'en fait tu as deux angles qui vont te désigner sur le cercle la même position. Et ensuite, toujours avec l'exemple d'un point M qui est positionné, qu'on peut rejoindre, on l'a vu, c'est soit d'aller dans le sens trigonométrique, soit d'aller dans le sens horaire. Il y a également une autre manière d'aller sur le point M, c'est de faire plein de tours complets, un tour, puis encore un autre par exemple, on arrête et après on fait notre angle alpha. Et là, moi j'y vois que du feu, j'ai l'impression qu'on est tous arrivés de la même manière sur le même point M sur le cercle, alors qu'en réalité, toi, tu as fait plein de tours en plus. On va voir par la suite qu'on dit qu'on est 2π périodique, c'est-à-dire qu'on a les mêmes propriétés qui vont s'appliquer tant qu'on fait des tours complets, puisqu'en fait, un tour complet, on retourne à nos points de départ. Donc, si on fait directement alpha ou des tours complets, on n'y voit que du feu. Alors, puisqu'on peut se rendre sur un même point sur le cercle, soit en y allant dans le sens trigonométrique, soit en allant pas dans le sens trigonométrique, ou bien en faisant des tours entiers plus l'angle alpha qui nous permet d'aller sur le point M, tu vois bien que ça nous fait trop de manières d'aller sur le même point M du cercle. Donc on a décidé d'avoir une convention et de parler de mesure principale d'un angle pour que ça soit pas la cacophonie. Alors déjà, première décision, c'est que pour aller sur le cercle, on va pas s'amuser à faire des tours entiers qui ne servent à rien. Deuxième convention, au lieu de désigner tous les angles sur le cercle en partant de 0 et en allant à 2π, alors tu vas peut-être trouver que c'est un peu plus compliqué que de choisir l'intervalle 0, 2π pour désigner tous les angles.
On a décidé que la mesure principale d'un angle, c'est lorsque ton angle alpha, il appartient à l'intervalle moins pi pi. Alors qu'est-ce que ça donne en représentation graphique? Eh bien, si tu veux désigner ce point-là sur le cercle, premièrement, tu n'iras pas en faisant des tours complets puis ta valeur d'angle. Et dans ce cas-là, on aurait pu se dire, on va désigner tous les points du cercle en faisant comme cela, de 0 à 2π. On est bien capable de désigner n'importe quelle position sur le cercle. Eh bien non, il a été décidé de pouvoir parcourir le cercle, soit en allant par le dessus de 0 à π, soit en allant par le dessous de 0 à moins pi. Et donc tu vois que pour désigner cette position sur le cercle, on ne pourra pas dire que sa mesure principale c'est 4π sur 3 parce que en fait on passe une frontière ici qu'on n'a pas le droit de passer puisqu'on va de moins pi à pi, mais on peut pas passer cette barrière. Donc si tu veux aller sur cette position du cercle, tu vas dire que c'est l'angle moins 2π sur 3. Alors tu verras dans les premiers exercices que tu vas devoir faire, on te demandera de trouver la mesure principale d'un angle et là je t'invite à aller voir la méthode que je te propose et qui t'explique cela de manière très simple. Alors on a vu ce que c'était que le radian, le cercle trigonométrique, la mesure principale, mais nous on veut faire de la trigo, où on retrouve donc notre cosinus et notre sinus dans tout ça. Eh bien je vais te l'expliquer d'abord sur la figure. Supposons qu'on représente un angle alpha ici, tu vois qu'on détermine comme cela un triangle rectangle OAM et il est rectangle en A. Et donc tu sais que le cosinus de alpha, ça vaut le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ici le côté adjacent c'est quoi? Eh bien c'est OA. Donc c'est OA sur l'hypoténuse OM. Mais OM ça vaut quoi? On est dans un cercle qui a quel rayon? Son rayon il vaut 1. Et donc ton dénominateur il disparaît et donc en fait cos de alpha c'est OA. Ça veut dire que c'est le projeté orthogonal de ton segment OM fait sur l'axe des abscisses. Regarde ici, ça c'est ce qui désigne cos de alpha. Donc tu liras les cosinus de tes angles sur l'axe des abscisses. Et de la même manière, si tu fais la petite démonstration avec sinus de alpha, tu verras que le sinus de alpha, c'est le projeté orthogonal de OM sur l'axe des ordonnées. Donc c'est ici que tu liras tout le temps le sinus de ton angle. Alors c'est chouette parce qu'on retrouve une propriété que tu connais, c'est que le cosinus et le sinus, tu avais vu au collège qu'ils étaient compris entre 0 et 1. En effet, on voit ici que le cosinus, il peut varier de 0 jusqu'à valoir, si A vient se confondre ici, jusqu'à 1. Mais finalement, nos angles, ils sont pas obligés de rester entre 0 et pi sur 2. Ils peuvent aller partout ensuite dans le cercle. Et donc le cosinus, comme il va se lire partout ici, tu verras qu'il est compris entre 1 et moins 1. Et pareil pour le sinus. Le sinus se lisant sur l'axe des ordonnées, il va varier de 1 à moins 1. Et là, dans un premier temps, je te conseille vraiment de te familiariser avec ce déplacement sur le cercle trigonométrique. Par exemple, ici, si je fais un angle alpha qui est là, où est-ce qu'on lit son cosinus? Eh bien, on projette cet angle et le cosinus, c'est ce que je suis en train de surligner ici. Donc, tu vois que le cosinus de cet angle, eh bien, a priori, il est négatif. Peut-être vaut-il moins 0,8. Et où est-ce qu'on va lire le sinus de cet angle? Eh bien, on projette sur l'axe des ordonnées. Et donc, ça va être ici que tu liras le sinus de cet angle. Et là, le sinus peut-être vaut-il 0,4 ou 0,5. Entraîne-toi vraiment à faire plein de situations et à représenter le cosinus et le sinus de tes angles que tu pourrais faire en allant ici, par exemple, un angle qui serait là, un angle qui est ici. Où est-ce qu'on lit le cosinus? Où est-ce qu'on lit le sinus? Entraîne-toi à bien comprendre cette mécanique et comment le cosinus varie donc de 1 à, il réduit jusqu'à moins 1, et le sinus, pareil, il va de 0 jusqu'à 1, et puis après il redescend à moins 1, il retourne à 0. Alors ensuite, parmi tous les angles qui existent, il y en a certains qu'on dit qu'ils ont des valeurs remarquables, que ce sont des angles remarquables. Quels sont-ils? Eh bien, c'est 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et pi sur 2, que j'ai placé ici dans un tableau de manière croissante. D'où la petite flèche grise pour bien se souvenir que mes angles sont en train d'augmenter de 0 à pi sur 2. Tu vois au passage qu'on a déjà oublié leur correspondance en degrés, puisque ceci n'a plus vraiment d'importance maintenant qu'on est dans le monde des radians. Et alors pour ces valeurs d'angle, tu dois apprendre par cœur leur valeur de sinus, leur valeur de cosinus et leur valeur de tangente. Tu dois retenir leur valeur remarquable. Mais je te rassure, j'ai plein de trucs et astuces qui sont résumés en dessous ici et que je vais t'expliquer
des moyens mémotechniques pour finalement ne pas en avoir tant que ça à retenir. Alors déjà, l'astuce, c'est de retenir leur structure. Ils ont tous une division par 2. Donc tu peux déjà partout mettre divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Ensuite, ils ont tous une racine au numérateur. Donc racine, 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 racine. Et ensuite, si on regarde d'abord le sinus. Lorsque tu es dans le cercle et que tu as tendance à avoir des angles qui vont grandir, la valeur des sinus, comment va-t-elle évoluer? Est-ce qu'elle a tendance à grandir avec le projeté orthogonal ou est-ce que ça a tendance à diminuer? Pour cela, je t'ai représenté les angles pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, jusqu'à pi sur 2. Regarde leur projeté orthogonal, donc la valeur de leur sinus. Moi, j'ai l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est pour ça que dedans, je mets une petite flèche pour bien dire que le sinus, lui, il augmente au fur et à mesure que tes angles grandissent de 0 à pi sur 2. Et ensuite, le moyen mémotechnique ou l'astuce, comme le sinus grandit, on va écrire 0, 1, 2, 3 et 4. Et là, après, on va faire des simplifications. Évidemment, on n'écrit pas la racine carrée de 0, parce que la racine carrée de 0, ça fait 0. Et 0 divisé par 2, ça fait 0. Mais ça, c'était assez logique, hein, parce que finalement, quand ton angle il vaut 0, que vaut le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées? Ça vaut 0. Donc le sinus, c'est normal qu'il vale 0. Ensuite, racine carrée de 1, ça ne sert à rien de l'écrire. Racine carrée de 2, on la garde. Racine carrée de 3, on la garde. Et racine carrée de 4, ça fait 2. Et donc finalement, 2 sur 2, eh bien, ça nous fait bien 1 ici. Et là aussi, c'est assez logique parce que quand on est en pi sur 2, le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, que vaut-il? Il vaut toute la longueur du rayon, il vaut 1. Donc il est normal de retrouver ici 1 et d'avoir, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir ici également 0. Et pour le cosinus, c'est la même chose. Regarde déjà, le cosinus, plus tu ouvres un angle, plus le projeté orthogonal, il a tendance à se réduire sur l'axe des abscisses. Tu es d'accord? Donc le cosinus, lui, il a tendance à diminuer. Regarde, lorsque je vais faire pour le cosinus des angles qui grandissent, là c'est l'angle qui vaut 0, son projeté orthogonal, on va voir, il vaut 1. Et puis plus mes angles, ils sont en train de s'ouvrir, plus mes projetés orthogonales, eh bien, ils diminuent. Et donc le cosinus, lui, il diminue. Donc c'est pour ça qu'on fait bien une flèche qui descend pour le cosinus. La structure est toujours la même, on divise par 2 auprès de tout le monde et tout le monde a une racine. Et comme c'est décroissant, eh bien on va dire que ça fait 4, 3, 2, 1, 0. On va faire ensuite les mêmes simplifications qu'on a pu faire pour le sinus. Et donc ici, on retrouve 1, ce qui est tout à fait logique parce que quand l'angle il vaut 0, le cosinus vaut 1, il occupe tout le rayon. Et puis à l'autre extrémité, lorsqu'on est en pi sur 2, le projeté orthogonal, il vaut bien 0. Donc c'est normal que ici, on retrouve 0. Ensuite, est-ce que c'est logique d'avoir en pi sur 4 la même valeur? Eh bien oui, parce qu'en pi sur 4, on est exactement au milieu de notre angle. On partage notre quart de cercle parfaitement en deux. Il n'y a pas de raison que le cosinus ou le sinus il soit différent puisqu'on a une symétrie parfaite. Il est donc normal de retrouver ici les mêmes valeurs. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que lui il fait 1/2 d'abord et qu'ensuite on aura la racine de 3, alors que ici c'est la racine de 3 et ensuite le 1/2 pour le cosinus. Et pour la valeur en pi sur 4, racine de 2 sur 2, ça en général on s'en souvient bien et on sait que ce sont les mêmes. Et enfin la dernière ligne, comment on va faire tangente pour s'en souvenir? Eh bien souviens-toi qu'au collège, tu avais vu que la tangente c'était le sinus sur le cosinus. D'où le fait que dans mon tableau, j'ai commencé par le sinus et après par le cosinus. Comme ça, tu n'as plus qu'à faire ta première ligne divisée par ta deuxième. Donc 0 sur 1, ça fait 0. La même valeur sur la même valeur, ça fait 1. Et 1 sur 0, valeur interdite. Donc on met une croix. Ensuite, on n'a qu'à faire ces petites divisions. 1/2 divisé par racine de 3 sur 2. Diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc 1/2 est multiplié par l'inverse de racine de 3 sur 2. Les deux vont se simplifier et il va te rester 1 sur racine de 3. Là, tu peux t'amuser à refaire le même calcul ou bien voir qu'en fait c'est le même calcul mais inverse de l'autre. Donc le résultat va aussi être inverse de 1 sur racine de 3 et donc l'inverse de 1 sur racine de 3 c'est racine de 3. Donc voilà, plein de moyens mnémotechniques pour te souvenir par cœur de ce tableau. Moi je trouve qu'il n'est pas si dense que ça à retenir puisque première colonne, on voit très bien en faisant un petit cercle trigo comment ça se passe lorsque mon angle il vaut 0, il est fermé. Eh bien on voit bien qu'ici le sinus, hop, le projeté sur l'axe des ordonnées ça vaut 0 alors que le cosinus lui il
occupe tout le rayon, ça vaut 1. Pareil pour la dernière colonne, si cette fois-ci je fais un angle ici en rouge, eh bien on voit que le cosinus, eh bien lui son projeté, ça va bien faire 0, alors que le sinus, ici il occupe tout le rayon, ça va nous faire 1. Donc première et dernière colonne, ça c'est facile. La colonne de pi sur 4, c'est également facile puisque c'est la même chose sur la même chose, mais alors c'est quoi? Eh bien souviens-toi qu'il y a une division par 2, il y a une racine partout, et que ça va nous faire donc 0, 1, 2, 3, 4, alors que l'autre ça fait 4, 3, 2, 1, 0. Avec ça, a priori, tu vas pouvoir t'en souvenir assez facilement de toutes ces valeurs. Alors il faut également se souvenir des valeurs des angles, hein. On en a parlé rapidement au début, mais c'est des angles qui sont croissants, donc on va diviser de moins en moins, on va diviser par pi sur 6, par pi sur 4, par pi sur 3 et par pi sur 2 pour avoir tous nos angles. Alors évidemment, ce que je t'ai fait dans le cercle Trigo avec le tableau et tous les moyens mnémotechniques, ça ne vaut pas non plus démonstration. Tu as ici les démonstrations de quelques valeurs pour comprendre pourquoi est-ce que par exemple sinus de pi sur 4 ça fait pourquoi sinus de pi sur 4 ça vaut racine de 2 sur 2. Donc il y a la représentation graphique de ton triangle rectangle, dedans il y a pi sur 4 parce que c'est un triangle rectangle isocèle. Je te laisse faire la démonstration avec un petit peu de Pythagore dedans et tu comprendras l'origine de la valeur. Ensuite pareil pour le cos de pi sur 3, je te laisse voir la démonstration, tu comprendras pourquoi ça vaut un demi et que c'est pas juste moi qui t'ai expliqué que c'était croissant, que ça faisait une racine, une division par 2. Donc là il y a des démonstrations évidemment un petit peu plus propres pour comprendre tout ça. Alors maintenant on attaque la partie des formules. Et il y en a plein. Tu verras, je vais essayer à chaque fois de te donner des moyens mnémotechniques. Le premier flot de formules, c'est les formules que j'appelle le passage, qui nous permet de, lorsqu'on connaît soit le cos, soit le sin, d'avoir l'autre. La première de ces formules, c'est évidemment que cos carré plus sin carré, ça fait toujours 1. Ça, tu le sais depuis très longtemps, je crois. Évidemment, ça se retrouve très facilement maintenant dans le cercle trigonométrique de rayon 1, ne l'oublie pas. Donc, si on place dedans un angle alpha, ici, on va lire le cosinus, ici, on va lire le sinus, qu'on reporte bien souvent sur l'axe des ordonnées, mais c'est la même chose. Si tu faisais un Pythagore, tu verrais que donc cos carré plus sin carré, ça vaut l'hypoténuse au carré, qui est le rayon au carré, et le rayon il vaut 1, donc c'est normal qu'on ait bien 1. Ensuite, autre formule de passage, c'est le fait de savoir que la tangente, ça vaut sinus sur cosinus. Attention, il ne faudrait pas, comme on a un quotient, diviser par 0, c'est pour ça qu'il y a quelques valeurs d'angle qui sont interdites pour appliquer cette formule. C'est toutes les valeurs de R, mais auxquelles on va retirer tous les cas où on est en pi sur 2 ou moins pi sur 2. Alors tu verras qu'en fait, pi sur 2 ou moins pi sur 2, on peut se contenter de dire qu'on est en pi sur 2 et des demi-tours. Comme ça, on arrive en moins pi sur 2. Un demi-tour, je reviens ici, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit pi sur 2 plus kpi. Un certain nombre de fois, un demi-tour, pi, qu'on va enlever pour avoir le droit d'écrire cette formule. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Alors pour démontrer ça, tu te souvenais du moyen mnémotechnique qui est casotois ou socatois, c'est-à-dire que la tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc si tu reprends les longueurs OB sur OA, ben, tu vas tout de suite identifier que c'est bien le sinus sur le cosinus. Encore une fois, une autre formule de passage qui, lorsque par exemple tu connais le cosinus, te permettra d'avoir la tangente, ou quand tu as la tangente te permettra d'avoir le cosinus, c'est le fait que 1 plus tangente carrée d'alpha est égal à 1 sur cos carré de alpha. Toujours pareil, là on a des valeurs interdites à retirer pour avoir le droit de diviser par notre cosinus au carré. Si tu veux la démonstration, elle est ici, elle repart de la précédente formule. On va d'abord mettre cette formule au carré, et puis ensuite ton numérateur, sin carré d'alpha, tu vas le remplacer par le fait que ça vaut 1 moins cos carré de alpha, puisque tu sais que cos carré de alpha plus sin carré de alpha, ça fait 1. Donc si tu as besoin, c'est une formule de passage. Tu as besoin d'exprimer l'un alors que tu as l'autre, tu t'en sers, et c'est ce qu'on fait ici au numérateur. Puis ensuite, on fait des petites simplifications, et on bascule le moins 1 de l'autre côté, et on obtient notre formule. Enfin, nous avons toutes les formules d'angles associés. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien parce que pour l'instant, on connaît nos valeurs remarquables. Quand les angles sont entre 0 et pi sur 2, en passant par pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 jusqu'à pi sur 2, on connaît les valeurs de ces cosinus et de ces sinus, et pourquoi pas même de ces tangentes. Mais nos angles ne sont pas toujours exprimés dans ce premier quart de cercle, et donc il se serait intéressant d'avoir des formules qui nous permettent de connaître la valeur du cosinus ou du sinus lorsqu'on est autre part dans le cercle. D'où l'intérêt de ces formules que je te présente de suite. Alors là aussi, beaucoup de formules, mais finalement je vais te montrer, il y a plein de moyens mnémotechniques qui te permettent de finalement pas avoir à surcharger ton esprit de tout ça, et de toujours t'aider d'un petit dessin fait au brouillon sur ta feuille d'un cercle trigonométrique. C'est grâce à ça que tu retrouveras la vraie formule. D'abord, que vaut cos de moins alpha ou bien sin de moins alpha? Eh bien la technique est la suivante. Tu places toujours un angle de petite taille alpha, côté positif, qui va être ta référence. Là, c'est alpha.
Tu vois, alpha, il est comme ça. Et ensuite, on me demande quoi? On me demande le cos ou le sin de moins alpha. Donc, je positionne moins alpha. On est dans le sens horaire, c'est pour ça que c'est négatif. Anti-trigonométrique, là, on a moins alpha. Où vas-tu lire le cosinus de moins alpha? Eh bien, c'est le projeté sur l'axe des abscisses. On retrouve que c'est la même chose que cos de alpha, d'où ta première formule. Hop, ça y est, c'est gagné. Alors que le sinus de moins alpha, le sinus, c'est le projeté sur l'axe des ordonnées, c'est cette petite longueur. Où est-ce que tu retrouves cette petite longueur dans notre angle alpha de base? Eh bien, on la retrouve au niveau de son sinus. Mais attention, de signe opposé. C'est pour ça que le sinus de moins alpha, ça vaut moins sin de alpha. Là aussi, tu vois que finalement, ces deux formules, pas besoin de les apprendre par cœur. C'est dû au fait qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, on va voir un deuxième flot de formules en faisant cette fois-ci les angles pi moins alpha. Alors, la technique est toujours la même. On fait un petit angle alpha, qui va être notre référence, et puis on place l'angle demandé qui est pi moins alpha. Alors, pi moins alpha, c'est qui? C'est pi, c'est-à-dire un demi-tour entier, à qui on va enlever, je sais pas pratique 2, hein, il faut être souple, à qui on va enlever alpha. Donc, il est ici, pi moins alpha. Parce qu'en fait, tu retrouves finalement de ce côté, tu retrouves le même angle alpha, alpha. En général, on le représente pas. Mais donc ça, c'est bien l'angle pi moins alpha. Où est-ce qu'on lit pour l'angle pi moins alpha son cosinus? Eh bien, son cosinus, c'est le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses. Et cette grande longueur, où est-ce qu'on la retrouve dans notre angle alpha? Est-ce que c'est au niveau de son cosinus, qui est ici, ou est-ce que c'est au niveau de son sinus, qui est ici? Eh bien, c'est au niveau de son cosinus. Par contre, attention, il est du côté négatif, alors que au début, pour alpha, le cosinus était positif. D'où le fait qu'on va bien dire que c'est moins cos alpha. Et pour le sinus de pi moins alpha, tu vois qu'en fait, le sinus de pi moins alpha, on le projette ici, et on retrouve la même valeur de sinus, donc c'est égal à sinus de alpha. Et si tu continues ce raisonnement pour cette fois-ci les angles pi plus alpha, voilà où est pi plus alpha, tu as d'abord commencé par faire un angle alpha de petite taille dans ton cercle, tu as placé pi plus alpha, tu cherches le cosinus de pi plus alpha et le sinus de pi plus alpha, tu vois qu'il y en a un qui est l'opposé de cos de alpha et l'autre c'est aussi l'opposé de sinus de alpha. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de retenir ces formules, on fait un petit cercle, on positionne alpha, on positionne l'angle demandé et on cherche son cosinus, son sinus. Où est-ce qu'il est par rapport à ceux de l'angle alpha? Le même, pas le même, au signe près? Alors évidemment ici on l'a dit, hein, lorsque tu fais un angle alpha ou bien que tu fais un tour complet et après l'angle alpha, eh bien on va avoir la même valeur de cosinus et de sinus. On dit qu'on est 2π périodique, hein, donc ça se note comme cela. Alors les deux dernières formules sont un petit peu plus techniques mais sont dans le même état d'esprit que les précédentes. On place un petit angle alpha d'abord pour bien se repérer de base. Ensuite on place l'angle pi sur 2 moins alpha. Alors pi sur 2 c'est un quart de tour moins alpha. Donc il est placé comme sur le dessin ici. Et là on va chercher d'abord par exemple le cosinus. Eh bien le cosinus c'est le projeté, on le fait. Ah tiens, c'est une petite longueur. Où je trouve dans l'angle alpha la petite longueur? Eh bien je la trouve au niveau de son sinus. Mon cosinus recherché positif, le sinus que j'ai identifié comme étant la même petite longueur, il est aussi positif. C'est bon, j'ai plus qu'à dire que c'est plus sinus de alpha. Pareil pour le sinus de pi sur 2 moins alpha, le sinus de pi sur 2 moins alpha, on le projette. Tiens, c'est la grande longueur. Où est-ce qu'elle est cette grande longueur dans l'angle alpha? Eh bien, c'est au niveau de son cosinus. Positif, c'était positif, c'est bon. On peut dire que c'est égal à cos de alpha. Et le dernier flot de formules, la même chose. Par contre, il faut faire attention. Là, il y a en même temps, pour le cosinus, une inversion du signe. Alors, la conséquence à tout ça, c'est que maintenant, on a de nouvelles valeurs remarquables qui ne sont plus comprises uniquement entre 0 et pi sur 2. Mais grâce à nos formules d'angle associées, on est capable d'avoir la connaissance de valeurs remarquables partout dans le cercle. Donc là, je t'ai représenté les cas où on était multiples de pi sur 6. Ça, c'est les multiples de pi sur 4. Et là-bas, les multiples de pi sur 3. Alors, je te montre comment ça peut fonctionner. Si on te demande le cosinus ou le sinus de 5π sur 6, soit tu fais appel à tes formules que tu viens de voir d'angle associé en disant que on te demande par exemple le cosinus de 5π sur 6, que tu repères que ça c'est cosinus de pi moins pi sur 6 et que tu sais que cos de pi moins angle alpha, ça vaut moins cos de alpha, donc ici moins cos de pi sur 6. Or, tu connais la valeur de cos
cos de pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 2, donc tu auras aussi moins racine de 3 sur 2. Voilà une manière, en faisant appel à tes formules d'avant, d'utiliser et de découvrir ces nouvelles valeurs remarquables. Mais je t'avoue que moi, je ne passe rarement par ça, sauf si c'est évidemment demandé par l'énoncé. Je place dans un cercle égaux d'abord pi sur 6, puisque on me parle de 5 pi sur 6. 5 pi sur 6 est un multiple de pi sur 6. Je place évidemment 5 pi sur 6, qui est l'angle qui est ici. Et là, si on me demande le cosinus, je positionne mon cosinus, qui est donc cette longueur-là, et je me demande où je peux retrouver cette longueur dans l'angle pi sur 6. Est-ce que c'est au niveau de son cosinus ou est-ce que c'est au niveau de son sinus? Évidemment que c'est au niveau de son cosinus, mais attention au signe opposé. Donc je sais que cos de pi sur 6 ça vaut racine de 3 sur 2, donc le cos de 5 pi sur 6 ça va valoir moins racine de 3 sur 2. Et ainsi de suite. Finalement, à chaque fois tu dois te poser la question, est-ce que c'est racine de 3 sur 2 ou un demi au signe près, ou est-ce que c'est racine de 3 sur 2 ou un demi au signe près, ou pour des histoires de pi sur 4, est-ce que c'est racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2. Donc en fait, on va toujours jongler au sein de ces mêmes valeurs. On te demandera jamais des angles farfelus, ou alors il faudra pas passer par là, il faudra employer un autre raisonnement. Je te le remets ici, mais c'est assez simple, hein. Lorsqu'on est en 0, le cos vaut 1, le sin vaut 0. Quand on est en pi sur 2, on voit très bien que le cos vaut 0, mais le sin vaut 1. Que on est en pi, c'est le cos qui vaut, cette fois-ci, moins 1, et le sinus qui retourne à 0. Et ici, lorsqu'on est en 3 pi sur 2, ou bien, même manière de dire, on est en moins pi sur 2, eh bien, le cos, c'est lui qui vaut 0, et le sinus, lui, il vaut moins 1. Ensuite, pour aller plus loin, tu as des petites formules dites d'addition. Cos de A plus B, c'est cos A, cos B, moins sin A, sin B. Et le sinus, lui, de A plus B, c'est sin A, cos B, plus cos A, sin B. Et là aussi, il y a des moyens mémotechniques pour trouver les deux autres lignes. C'est pour ça que j'ai mis uniquement les deux premières en gras, puisque sur l'autre ligne, on inverse juste le signe. Considère que dans ce cas-là, tu vas mettre dans ta première formule, au lieu de mettre plus B, tu vas mettre moins B. Et ça fait quoi cos de moins B? On a vu que ça faisait cos de B. Donc c'est pour ça que ça reste comme ça. Et ici, on va mettre moins B. Et sin de moins B, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins sin de B. D'où le fait qu'il y a un moins par moins qui devient un plus dans cette deuxième formule. Si tu remplaces dans cette première formule le plus B par moins B, eh bien tu vas obtenir également un petit changement de signe. Si cela t'intéresse, il y a une petite démonstration qui est un petit peu technique. Il faut bien positionner tes angles. Ça se comprend évidemment dans le cercle trigo. Et puis après, il y a une démonstration que je t'invite à lire ici. Enfin, les formules de duplication. Cos de 2A, eh bien ça vaut cos carré de A moins sin carré de A. Et là aussi, pas de panique. En fait, ça se retrouve très bien en reprenant cette formule que je t'ai conseillé d'apprendre au-dessus. Mais cette fois-ci, tu vas dire que dans cos de A plus B, le B vaut A. Donc tu vas bien avoir cos de 2A et tu verras que tu vas obtenir cos carré de A moins sin carré de A. Et tu as la même chose pour sin de 2A en te servant dans la précédente formule du fait que B, tu le remplaces par A, ta sin de 2A et ça va te donner cette formule. Et enfin, des formules de linéarisation qui ne sont pas du tout compliquées. Je les présente dans deux petites démonstrations et elles nous permettent en fait de passer de choses qui comprennent des carrés à des choses où il n'y a plus de carrés. Pareil pour le cosinus, à être capable de ne plus avoir de carrés. Et enfin, les équations trigonométriques. Il y en a pour le sinus, il y en a après pour le cosinus et tu vas voir que là aussi, si tu connais bien ton cercle, tu retrouveras rapidement les solutions. Eh bien d'abord, découvrons ce que nous dit le cours. Si tu cherches le sinus de quelqu'un qui doit être égal au sinus de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ton angle X, il vaut ce quelqu'un plus un certain nombre de fois des tours entiers, ou que ton X, il vaut pi moins A plus un certain nombre de fois des tours entiers. Ça se comprend très bien sur un cercle que j'ai fait ici. Le sinus de qui peut être égal au sinus de quelqu'un? Eh bien c'est soit qu'on a affaire à cet angle A qui nous a amené sur le sinus de A, ou bien que on a cet autre angle qui vaut pi moins A qui va nous donner la même valeur de sinus A. C'est pour ça que lorsque tu as sinus de X qui est égal à sinus de A, ça veut dire que soit X égale A, soit que X égale pi moins A, évidemment, plus un nombre de tours entiers. Retiens bien que pour résoudre des équations, il faut avoir un sinus de quelqu'un que tu cherches égal au sinus de quelqu'un d'autre, et pas juste une
valeur ici. Tu dois revenir avec sinus d'un angle. Va voir la méthode, tu verras que c'est très bien expliqué. Alors justement, un petit exemple, lorsque tu dois résoudre cette équation, on ne s'arrête pas ici. D'abord, on doit avoir sinus de ce qu'on cherche égale sinus de quelqu'un de connu. Et donc, tu dois transformer ton 1/2 en ces sinus de qui de connu. Eh bien, pour avoir 1/2, c'est sinus de pi sur 6. Et donc là, tu es dans la structure que nous donne le cours juste au-dessus. Tu n'as plus qu'à dire que x égale à pi sur 6 plus un certain nombre de tours entiers, ou bien que x est égal à pi moins pi sur 6, ce qui te fera 5 pi sur 6 plus un nombre de tours entiers. Alors pour rappel, pourquoi il y a cette histoire de nombre de tours entiers? Eh bien parce que pour te retrouver égal au sinus, tu peux faire soit en direct, avec a ou pi moins a, ou bien des tours entiers et après a, ou bien des tours entiers et après pi moins a. Donc tu donneras cette réponse lorsqu'on veut toutes les solutions dans R, ou bien parfois il faudra respecter le fait de donner des solutions qui sont dans un intervalle. Va voir la méthode pour savoir bien faire ça. Et enfin, le même type d'équation pour cosinus. Lorsque tu as ce type d'équation, le cosinus d'un angle recherché égale le cosinus d'un angle A, c'est bien que x égale A plus un certain nombre de tours, évidemment comme pour le sinus, ou bien cette fois-ci, que ton angle x recherché est égal à moins A plus un nombre de tours entiers. Là aussi, ça se comprend très bien sur le petit cercle. Lorsque tu cherches un angle x qui doit avoir son cosinus égal à ce cosinus-là, c'est que soit tu as ton angle x qui vaut A, soit qui vaut moins A, parce que dans les deux cas de figure, leurs cosinus sont bien égaux à cosinus de A. Donc ici, je te fais un petit exemple qui est un chouille plus technique que pour le sinus, mais on va voir que c'est exactement le même raisonnement. On se place d'abord 1/2, on le remplace par ses cosinus de qui, pour avoir vraiment la structure cosinus de mon inconnu égale cosinus de quelque chose de connu. Et là, on y est, donc on va pouvoir dire que mon inconnu ici qui est 2x égale à pi sur 3, ou 2x égale à moins pi sur 3. À chaque fois, plus 2 pi pour traduire le nombre de tours entiers qu'on pourrait rajouter. Et nous, on voulait pas savoir 2x, on voulait savoir x. Il nous reste plus qu'à diviser tout le monde par 2. Et attention, j'ai bien dit tout le monde, pas uniquement le pi sur 3 qui devient pi sur 6, mais aussi la période de pi qui devient maintenant pi. Et pareil, pour ici, on a donc moins pi sur 6 plus pi. Et enfin, on peut créer avec cosinus et sinus des fonctions trigonométriques. Donc la fonction cosinus, c'est la fonction qui est définie sur R, il n'y a pas de valeur interdite, et qui a tout réel x va associer cos x. Pareil pour sinus, pas de valeur interdite, et elle va associer sin x. Graphiquement, si tu représentais, tu peux le faire d'ailleurs sur ta calculatrice, tu vas voir que ça fait de très jolies ondes comme ça. D'ailleurs, en physique, c'est très utilisé. L'une pour sin x en vert, qui est le code couleur depuis le début du cours, je sais pas si tu avais remarqué, et l'autre pour cos x en rouge. On retrouve quelques valeurs remarquables, que en 0, le sinus vaut 0 alors que le cos vaut 1, etc. en pi sur 2. Bref, on dit qu'elles ont un petit décalage de phase équivalent à pi sur 2. Eh bien oui, parce qu'on avait vu pour les valeurs d'angle associées que cos de x, c'était sinus de pi sur 2 plus x. Il y a donc la même chose à condition d'être décalé de pi sur 2. Ces deux fonctions sont toutes les deux 2pi périodiques. Ça veut dire que si tu la connais sur un intervalle de 2pi, tu n'as plus qu'à répéter ton motif et tu la connaîtras partout sur toute sa vie, côté positif mais aussi côté des négatifs. Et cet intervalle de largeur 2pi, tu peux choisir de dire que ça va de 0 à 2pi, ou bien de moins pi à pi, c'est bien un intervalle qui a une longueur de 2pi. Peut-être faut-il privilégier celui qui va de moins pi à pi, puisque c'est là-dedans qu'on exprime les mesures principales. Et enfin, la parité de chacune de ces fonctions. On sait que cos est une fonction paire, puisque cos de moins x égale cos de x. Là, tu le sais bien, ça se retrouve très très bien dans un cercle trigo. Ici, on a x et ici, on a moins x. Elles vont toutes les deux avoir la même valeur de cosinus. Alors que le sinus, lui, il est impair, puisque c'est la même chose mais à des signes opposés. Voilà, c'est la fin de ce cours, je te le résume. Alors il y a beaucoup de formules, mais comme j'ai essayé de te le montrer, finalement il y en a très peu à retenir. Toutes les autres se retrouveront dans le cercle trigonométrique. On a d'abord vu ce que c'était qu'un radian, c'est ce qui nous permet de mesurer un angle, maintenant non plus en degrés mais en radians, et pour cela il faut se placer dans un cercle de rayon 1, se mettre un arc qui a une longueur 1, et là on a dessiné un angle qui vaut 1 radian. Tous les autres angles, on va les avoir par proportionnalité, et il faut notamment parfaitement retenir ces équivalences entre 30 degrés pi sur 6, 45 degrés pi sur 4, 60 degrés pi sur 3, 90 degrés pi sur 2, évidemment 180 degrés c'est pi, etc. Mais tu vas voir que très vite, on va plus faire ces liens, ils sont plus nécessaires vers les degrés, on retiendra uniquement les angles en radians. Tu dois également être capable de placer sur un cercle où se trouve pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et notamment on va le voir comment on le fait de manière
plus précises juste après. Le cercle trigonométrique est un cercle donc de rayon 1. On peut parcourir ce cercle trigonométrique de manière positive lorsqu'on est dans le sens anti-horaire. Et ensuite, on a vu que plusieurs méthodes nous permettaient de nous positionner au même endroit sur le cercle. La première des méthodes, c'était d'y aller par le dessus ou par le dessous. Et la deuxième méthode, c'était de faire plein de tours entiers, de s'arrêter et de rajouter l'angle voulu. Pour pas que ça soit la cacophonie, on a dessiné une convention de parler de la mesure principale d'un angle, ce qui nous permet de positionner n'importe quelle place sur le cercle en parcourant l'intervalle moins pi, pi. Et enfin, on fait tout ça évidemment pour être capable de placer dans notre cercle trigonométrique la lecture du cosinus qui s'effectue par le projeté de ton rayon sur l'axe des abscisses, qui peut être côté positif ou côté négatif, et on voit que le cosinus varie donc de -1 à 1. Et on fait la même chose avec le sinus, on projette le rayon sur l'axe des ordonnées, et on voit que ton sinus lui aussi varie de 1 à -1. Enfin, on a vu des valeurs dites remarquables. Il faut connaître les sinus, cosinus et tangentes de ces différentes valeurs, ou tout du moins, comme j'ai essayé de te le montrer, être capable de les retrouver. Et c'est grâce à ces valeurs que tu es capable de positionner avec précision, par exemple pi sur 6, puisque tu sais que son sinus vaut 1/2, donc tu vas à la moitié sur l'axe des ordonnées, tu traces un trait horizontal, et là, tu as positionné avec exactitude l'angle pi sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. Tu es capable de placer également avec précision pi sur 3, cette fois-ci c'est le cosinus qui vaut 1/2, donc on va à la moitié du cosinus, on fait un trait vertical et là on est en pi sur 3. On te demandera de placer pi sur 4 lorsque tu auras un quadrillage et tu passeras par la diagonale des carreaux. Évidemment, on sera en pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. On a vu une flopée de formules, d'abord des formules dites de passage, ce qui nous permet en fait, lorsque tu connais le cosinus d'un angle, de connaître son sinus ou vice versa. Évidemment, cette formule que tu vas utiliser de très nombreuses fois, cos carré plus sin carré est égal à 1. Ici, le fait que tangente de alpha c'est sin sur cos, attention à quelques valeurs interdites pour avoir le droit de diviser par cos. Une variante fait que 1 plus tangente carré de alpha est égal à 1 moins cos carré de alpha. La petite démonstration pour la retrouver très facilement. Ensuite, plein de formules sur les angles associés. Et là, comme je te l'ai dit, moi je n'en connais aucune par cœur. À chaque fois, je refais un petit cercle, je refais la technique en plaçant toujours l'angle alpha, puis l'angle demandé, et je regarde. Vous me demandez le cosinus, le sinus de cet angle demandé. Est-ce que c'est une grande longueur? Est-ce que c'est une petite longueur? Où est-ce que je retrouve dans mon angle alpha la petite ou la grande longueur? À quoi ça correspondait? À son cosinus ou à son sinus? Et est-ce qu'ils sont de même signe avec mon angle alpha ou de signe opposé? Voilà, avec cette technique-là, tu retrouveras toutes ces formules. Grâce à ces formules d'angles associés, tu peux être capable de donner maintenant le cos de 5 pi sur 6, puisque c'est un multiple de pi sur 6 et tu vas faire le lien, comme on avait fait ici en exemple, avec pi sur 6, ou bien faire à chaque fois des cercles, ce que je fais, pour positionner ce qu'on te demande et retrouver le grande longueur, petite longueur, égalité, signe opposé, et retrouver la valeur de ton cosinus, sinus des angles demandés. Alors si tu veux aller plus loin dans ton programme, on a vu des formules d'addition, cos de a plus b, cos de a moins b qui se retrouvent facilement avec cette première formule, et également signe de a plus b et signe de a moins b, cette deuxième se retrouve là aussi facilement grâce à la première. Si nécessaire, des formules de duplication, cos de 2a et signe de 2a qui se retrouvent chacune d'entre elles grâce aux formules vues juste avant, et enfin des formules de linéarisation qui nous permettent de passer de sinus carré à quelque chose qui n'a pas de carré et de cos carré à quelque chose qui n'a pas de carré. Enfin, nous avons vu les équations trigonométriques, très important. La première, pour sinus de x égale sinus de a, ça veut dire que x égale a plus un certain nombre de tours entiers, ou x égale à pi moins a plus un certain nombre de tours entiers, et ça se retrouve et ça se comprend parfaitement dans le cercle trigonométrique, puisque pour être égal à un sinus, c'est que tu es égal à a ou à pi moins a, ces deux angles vont avoir la même valeur de sinus. Et enfin, ce type d'équation, cos de x égale cos de a, ça voudra dire que x égale a plus un certain nombre de tours entiers, ou que x égale à moins a plus un certain nombre de tours entiers. Là aussi, le cercle, on comprend très bien pourquoi est-ce que l'angle a ou l'angle moins a ont la même valeur de cosinus, et donc ton inconnu x sera donc a ou moins a. Et enfin, on avait vu les fonctions trigonométriques, donc cos de x et sin de x, qui sont toutes les deux définies sur R, avec de très jolies représentations graphiques d'ondes décalées de pi sur 2. Là, c'est la représentation graphique identique à la précédente, sauf que j'ai changé un petit peu l'échelle, d'où le fait qu'on ait l'impression que les ondes sont plus rapprochées. Tout ça pour dire que le sinus et le cosinus sont 2 pi périodiques, donc tu choisis l'intervalle que tu veux tant qu'il a longueur 2 pi, et ça va te donner le motif que tu peux répéter avant ou après. L'intervalle qui peut être intéressant, c'est également moins pi, pi, puisque là on est centré en 0, on a le lien avec les mesures principales. Voilà
l'intervalle que tu peux retenir. Et enfin, la paréité, le cos est une fonction paire, le sin est une fonction impair. C'est la fin de ce chapitre, mais souviens-toi, le cercle trigonométrique doit être ton meilleur allié et ton meilleur ami pour être capable de retrouver toutes les formules et ne pas surcharger finalement ton cerveau de formules. Maintenant, vois toutes les méthodes qui vont te donner toutes les techniques pour être efficace en exercice, puis mets ça en pratique. À bientôt!